Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent une boussole, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Alix, tu es entrepreneure et créatrice. Il y a plus de 15 ans, tu as fondé M-Stone, une marque indépendante que tu as construite dans la durée, avec une identité très affirmée, une vraie liberté et une exigence constante. M-Stone a toujours été un projet profondément personnel. Une marque nourrie par ton regard, ton rapport à la matière, à la création, au rythme des saisons, mais aussi par tes expériences de vie, tes voyages et ton immense ouverture au monde. Tu n'as jamais cherché à suivre les tendances, mais à rester fidèle à une seule chose, ta vision. Parfois, d'ailleurs, à contre-courant, mais toujours exigeante. Ton parcours est aussi extrêmement marqué par l'international, et tu vas nous en parler. Tu as vécu à l'étranger, évolué dans différents environnements culturels, ce qui a façonné ta manière de travailler, de créer et de penser la réussite. Cette ouverture t'a donné un rapport plus souple au temps, à l'effort et à l'équilibre de vie. Aujourd'hui, tu es à un moment de ton chemin où tu regardes ce que tu as construit avec lucidité, sans renier M-Stone, sans le figer non plus, un moment où l'on accepte que les trajectoires évoluent, que certaines choses se ferment pour en ouvrir d'autres. Dans Cerveau Puissant, j'avais envie de t'inviter pour parler de ces 15 années, de ce qu'elles t'ont réellement appris, sur la créativité, l'effort, la résilience et sur l'art de dire non. Bienvenue chez Cerveau Puissant. Waouh. Merci Claire pour cette présentation très dense et très riche. Merci beaucoup. À ton image. Alors, on commence toujours de la même manière pour le podcast, avant de parler de toi et de toutes tes aventures. Est-ce que tu as des phrases, des convictions, des idées qui t'ont toujours accompagné ou qui t'accompagnent en ce moment que tu aurais envie de nous partager ? Oui, alors j'en ai plusieurs et j'en ai notamment une qui a toujours résonné en moi. C'est une phrase que mon père nous a dit quand on était vraiment, depuis qu'on est tout petit, qui a résonné un peu à la période de l'adolescence. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment une phrase qui m'aide à prendre des décisions et à avancer, et puis surtout à me recentrer un petit peu sur les choix qu'on est tous amenés à faire à un moment dans notre parcours. Et donc mon père nous a toujours dit qu'on était responsable de nos choix, qu'on était responsable des décisions qu'on prenait, au même titre qu'on était responsable des gens dont on tombait amoureux, des amitiés qu'on décidait d'avoir, et en fait de l'entourage et quelque part de la vie qu'on se créait. Alors ça peut paraître assez dense parce que c'est vrai que du coup, tout d'un coup, ça enlève toute la partie victimisation et c'est pas de ma faute, etc. Nous, on a toujours été élevés vraiment avec ce principe de voir la réalité en face et puis de prendre action, de choisir notre entourage et de dire si on a décidé d'être avec les mauvais amis qui nous influencent mal et qui font qu'on n'est pas bien dans nos pompes, en fait, c'est pas vraiment de leur faute, c'est notre responsabilité, c'est notre faute de les avoir accueillis dans nos cercles. Et en fait, ce que j'aime dans cette phrase-là, c'est que elle répond à beaucoup de questionnements qu'on peut avoir tout au long d'une vie. Un moment avec des amitiés, avec une relation sentimentale, avec un job, avec des choix et des décisions. Donc ça m'accompagne vraiment depuis, je pense, une bonne 30aine d'années. En fait, on attire à nous ce en quoi on croit. Ouais, exactement. Et l'estime aussi qu'on a de nous-mêmes. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est devenu une force ? Parce que là, évidemment, entrepreneur accompli, est-ce que tu as toujours été comme ça ? Est-ce qu'à 20 ans, tu savais très rapidement en fait, faire ces choix, ou tu as appris de plus en plus à éliminer les choses qui t'étaient toxiques, nocives, qui te ralentissaient ? Non, je pense que je l'ai appris au fur et à mesure des années parce que moi j'étais très très timide et donc très vulnérable quand j'étais kid, j'avais pas du tout les armes que j'ai aujourd'hui, donc je pense que ça se construit. Je pense qu'on se construit aussi beaucoup avec à coups de marteau, donc forcément ça a un impact. Mais non, je pense que je pense qu'il n'y a pas d'évolution possible sans passer par un peu de souffrance, de remise en question. Et donc évidemment, cette phrase-là aujourd'hui résonne très clairement en moi. Mais je sais que quand mon père me l'a dit la première fois, quand j'avais 10 ans, parce que j'avais dû m'embrouiller avec une copine à l'école, évidemment que ça résonnait pas de la même manière, mais elle est toujours restée. Et c'est marrant parce que c'est pas une phrase qui nous répète dans le quotidien.
Mais c'est une phrase, en tout cas, qui nous a marqué, je pense, parce qu'il y avait plein de manières différentes de la lire et en fait de se l'approprier. Donc, du coup, c'est un adage familial. Ouais, exactement. Ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est que là, on te voit, t'es rayonnante. Mais les coups de marteau, ça nous intéresse aussi. Et chez Cerveau Puissant, on considère évidemment, comme tu l'as dit, que c'est aussi parfois dans la douleur qu'on apprend les plus grandes leçons de nous-mêmes et de la vie. Est-ce que tu peux nous raconter quelques coups de marteau, nous partager des moments qui t'ont fait grandir? Bah, il y en a plusieurs qui sont sur des chemins de vie qui sont assez particuliers. Bon, nous, on a toujours grandi avec beaucoup d'amour, etc. Mais j'ai eu un frère qui a été très gravement malade petit. Et du coup, on a appris assez rapidement que il fallait qu'on vienne en aide à nos parents qui souffraient énormément de la situation, que en fait, il y avait des temps dans la vie qui n'étaient pas forcément focus sur nous. Alors, je dis souvent nous parce que j'ai une sœur jumelle du coup, donc je dis souvent nous dans le même sac. Mais ça a été une épreuve vraiment compliquée parce qu'en fait, ça nous a appris que la vie n'était pas forcément un long fleuve tranquille et qu'on avait beau avoir de la chance dans la vie, d'avoir les parents qu'on avait, d'avoir la vie qu'on avait, mais on a vraiment grandi pendant plusieurs années à la façon assez dure. Quand mon frère était petit, quand mon frère est tombé malade, nous on avait 7 ans avec ma sœur. Ça a été très compliqué jusqu'à nos 20 ans. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une crise d'adolescence ou quoi que ce soit. C'était tout de suite... Tu as grandi vite. Voilà, on a grandi vite, on a eu tout de suite des responsabilités, on a eu tout de suite cette compréhension qu'en fait, nos parents, leur job, c'était pas forcément que de s'occuper de nous, mais qu'il fallait qu'on leur rende un peu l'appareil. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup façonné dans aussi la compréhension. Je pense que ce qui a changé aussi, c'est que le fait d'avoir eu un frère malade et où ça se voit pas forcément en fait au premier abord, ça permet de créer une certaine empathie et de se dire quand on s'adresse aux gens ou quand on n'est pas d'accord qu'en fait eux-mêmes traversent peut-être des périodes qui sont très très compliquées et qui sont peut-être pas complètement en phase avec ce qu'ils nous disent à des moments où on a été blessé. Donc ça a été vraiment d'un point de vue personnel, mais je sais que si j'avais pas eu cette expérience de vie, d'avoir eu mon frère malade, je pense que je ne serais pas aussi résiliente parce que la résilience de mon frère a été le meilleur exemple pour toute notre famille d'être autour de lui. Et puis après, bon, il y a eu plein de sujets, mais je pense que les plus gros coups de marteau, ça a été évidemment de commencer ma vie d'entrepreneur qui a commencé, j'avais 23 ans quand j'ai monté Aimstone. Et puis 23 ans, moi je sortais du pays des bisounours et je suis rentrée dans un monde qui est beaucoup plus rugueux et beaucoup plus challengeant et sur lequel en fait on n'a pas le temps de se victimiser et d'attendre que les choses passent. Et moi je suis bélier de signe astrologique, donc je fonce tout droit tête première dans le mur sans aucun problème et j'ai des grosses cornes, donc je peux me prendre le mur plusieurs fois avant de décider de changer. Mais c'est vrai que le monde entrepreneurial qui n'est pas le même que quand j'ai commencé il y a 19 ans. Ça a été des portes qui se ferment, ça a été des égos, mon ego qui a été froissé, ça a été des jugements, ça a été des incompréhensions, des grands moments de joie. Mais je pense quand même que on grandit plus dans l'adversité et dans la dureté de ce qu'est la vie, parce que je pense vraiment que la vie est assez féroce et qu'elle peut ne pas pardonner à plein de moments. Et en même temps, ça a été les périodes les plus enrichissantes de ma vie. En fait, j'ai plus de souvenirs de l'adversité que les moments de joie, parce qu'en fait, on n'apprend rien dans le succès. On a une sorte de réconfort de pouvoir se poser, de se dire on est là, mais on sait que ça va pas durer, parce qu'on sait que le lendemain, il y a tout qui peut chavirer de nouveau. Et donc, c'est ça aussi qui nous garde en éveil et qui garde la petite flamme qui fait que on continue et qu'on persévère et puis qu'on continue à grandir et à avancer. Oui, en fait, ce qui définit vraiment un entrepreneur, c'est le fait de s'adapter à sortir de la zone de confort de manière perpétuelle. Ça, c'est une réalité qu'on oublie souvent, en fait. Complètement. Les gens voient les succès ou, je sais pas, l'algorithme ou une collection ou, une campagne à un moment. Mais en fait, déjà, pour en arriver là, il y a énormément d'échecs et on se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente. Et comme quand tu es entrepreneur, tu es ta propre image de marque, on raconte pas, maintenant c'est peut-être un peu plus vrai avec le contexte, tu as raison, mais il y a des années, on ne racontait pas les soucis financiers, les soucis de salariés, de recrutement, d'association. Est-ce que tu as envie de nous partager
des choses qui t'ont blessé sur ce sujet? Juste sur ce que tu dis, d'ailleurs, le mot entrepreneur, c'est un mot qui est arrivé très, très récemment dans les En conversations. France? Parce que moi, quand j'ai monté Hemstone, enfin les 10 premières années, quand on me disait ce que je faisais, j'ai jamais dit « je suis entrepreneur ». Je disais « j'ai monté une boîte, je fais des vêtements ». Mais le mot entrepreneur est arrivé beaucoup plus tard, avec tout le côté hyper enjolivé de l'entrepreneur. C'était le côté très indépendant, autonome, où voilà, on prend sa vie en main et on décide de voler, tu vois, de ses propres ailes. Et presque c'est mieux que le salariat, et en fait on a tous envie de faire la même chose, alors que c'est important aussi de rappeler que c'est loin d'être une partie de plaisir au quotidien. Ah bah c'est sûr que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que là, les 19 dernières années, et je m'en plains pas parce que c'est ce que j'aime. J'aime le challenge, j'aime me prendre des portes, j'aime devoir contourner le chemin, ouvrir une autre porte, etc. Donc, je m'en plains pas. Mais la réalité, c'est que quand je me réveille le matin, je me demande à quelle sauce je vais être mangée. Enfin, c'est vraiment, je sais que... C'est comme si on était tout le temps sur un espèce de sable mouvant. Il y a des moments où on trouve une zone de stabilité, mais on sait que ça ne durera pas. Et ce qui est dingue, c'est que quand on vient régler des problèmes, alors moi, ma passion, c'est vraiment de régler les problèmes. Tu sais, moi, dans ma famille, quand t'as ma mère qui a tous ses colliers avec les chaînes qui sont emmêlées, bah, c'est à moi qu'on vient donner le tas de chaînes à venir, tu vois, détricoter. Tu vois, c'est vraiment, je viens détricoter les problèmes et tout. Mais ça reste une réalité, c'est que tu te lèves tous les matins et tous les matins, moi j'ai vraiment ma sensation, c'est que tous les matins je pars au front. Peu importe à quel degré j'étais dans la croissance de la boîte et les différents challenges que j'avais, la réalité c'est que tu pars au front tout. Même quand tu étais à des moments au top, en croissance et tout, c'est vrai que souvent les gens pensent qu'en croissance tout va bien. Mais non, c'est beaucoup plus stressant. Ouais. Parce que le challenge est beaucoup plus gros et que du coup ta prise de risque a des répercussions qui sont beaucoup plus importantes. Donc quand tu fais, je te dis n'importe quoi, 500 000 ou 1 million de chiffres, tu plantes une capsule que tu lances, bon, ça va pas avoir un impact. Quand tu commences à monter à des 5-6 millions, tu as des grosses productions, bah, tu as intérêt à pas te planter sur le choix de tes tissus, ton storytelling, etc. Tu vois, c'est juste que proportionnellement, ça a un impact qui est complètement différent. Et du coup, ça a un impact complètement différent aussi sur ta gestion du stress, parce que tu te rends compte que tout d'un coup, bah, quand tu fais 5-6 millions de chiffres, tu n'as plus 3 personnes dans ta boîte, tu es responsable de 25 personnes, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Puis c'est aussi un peu marche ou crève, c'est-à-dire que tu as une réalité de cash flow et de trésorerie qui est un énorme stress aussi de l'entrepreneur. On vit quand même avec un stress assez prononcé d'être bankrupt du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours vécu avec ce stress-là. Toujours. Parfois complètement à tort, mais j'ai toujours su que même quand on était au top, je connais la réalité, je sais qu'en 3 mois, il y a tout qui peut s'effondrer. Et c'est aussi une manière de... La bascule est toujours là, en fait. Elle est au coin de la rue, et on ne sait jamais, comme tu l'as dit, à quelle sauce on est mangé. Ouais. Et alors, à quel moment tu as compris qu'il fallait quelque chose change, enfin, que tu t'es dit, ça y est, donc t'es bélier, tu lâches rien, ça se voit d'ailleurs dans ta manière d'être. Et puis à un moment, tu t'es rendu compte que en fait, tu n'étais plus tellement heureuse. C'était peut-être moins aussi de te lever le matin avec devoir toujours tout solutionner. À quel moment tu as senti que tu arrivais au bout d'un chapitre? Ouais, je sais pas si j'ai pas eu ce truc-là de me dire, de me réveiller un matin en me disant genre, ça me plaît plus de faire ça, parce qu'en fait, je me suis construite comme ça. Donc, je ne connais pas qui je suis autrement qu'avec ma to-do list qui est toujours trop longue, comme tout entrepreneur, avec tous les stress du quotidien, gérer tout ce qu'on a. Donc, je connais pas ma personne sans le stress, je connais pas ma personne de partir en vacances sans avoir à gérer des emails, des machins, parce que même si on se dit, bon, bah, Noël, par exemple, tout le monde est en vacances, mais en fait, non, moi, je suis en train de bosser sur mes budgets, le lancement, le truc, est-ce qu'on a quel... Donc, ça s'arrête jamais. Et ce qui est très excitant, c'est le moment où tu peux décider que tu mets ça sur pause pendant un instant et du coup, de redécouvrir qui tu es. Et ça arrivé un petit peu plus tard. Et je trouve que ce qui permet de faire un point de bascule, c'est en fait de réussir à trouver l'alignement entre... Moi, mon esprit qui est quand même très combatif, et je suis une éternelle optimiste. Ça veut dire que un business model qui fonctionne pas, mais je peux te le remettre au goût du jour, mais 10 fois, 15 fois, 20 fois, etc. Ça fait partie de... Enfin, je peux faire ça comme je change de chemise, en fait. Tu vois, c'est un automatisme. Néanmoins, il y a un moment, et moi, ça a été vraiment le point de bascule, c'est de se rendre compte aussi de ce qui se passe actuellement dans le monde
et de venir en fait avec une décision lucide par rapport à la situation économique d'un pays. Enfin, moi en tout cas, c'est avec ce qui se passe aussi en France. Et de se rendre compte en fait qu'on est face à un problème qui est plus gros et malheureusement qui est plus entre mes mains. C'est-à-dire la baisse de pouvoir d'achat qu'il y a en France, le climat géopolitique, etc. Enfin, toutes les tensions qu'on vit actuellement ont évidemment un impact sur la vie des entrepreneurs, surtout quand on vend du produit, parce que clairement, M-Stone, malheureusement, n'est pas un produit de grande nécessité. Mais voilà, c'est vraiment en fait cette espèce de point de bascule entre moi, ce que je veux et ma capacité à continuer à persévérer. Et en fait, un moment d'arriver à une espèce de réalité, de se dire, est-ce que c'est pas justement le moment, un message qu'on m'envoie, que l'univers m'envoie, de me dire que c'est le temps de passer humblement, de passer à autre chose et tourner la page d'un grand chapitre. Ouais, et puis finalement, au-delà de l'entrepreneur, c'est l'être humain, en fait, il n'est jamais aussi plus heureux quand il est capable d'être flexible, de s'adapter. Ouais. Et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, il faut savoir se dire, bon, bah voilà, ça c'est une partie de ma vie, j'ai adoré, j'ai énormément appris, et puis en fait, on en rouvre en fait plein. Et toi, ce qui est vrai, c'est que on sent d'ailleurs que tu as cette souplesse en fait de dire, mais que tu peux te réinventer en fait. Complètement. J'ai vraiment aucune peur par rapport à ça. Enfin, j'ai l'impression en fait, d'avoir gagné tellement en confiance en moi, de maîtriser tellement les sujets. Je sais gérer des périodes de crise. Je suis très bonne dans les périodes de crise et souvent les changements dans la tête des gens sont associés à une période de crise. C'est tout de suite la panique, la peur parce qu'on va vers l'inconnu et du coup on a peur de se projeter de ça. Ma flexibilité vient du fait que je n'ai pas peur de me jeter dans la gueule du loup parce que je l'ai fait en fait depuis mes 24 ans de manière complètement automatique. Comment tu gères une flexibilité concrètement? Enfin, toi, que ce soit une crise familiale, une crise, t'es maman de 2 enfants, comment une situation compliquée, quelle est ta manière de faire face au stress? Je suis très très dans la communication et je pense que quand on exprime soit sa frustration dans une situation, soit un désaccord avec quelqu'un, on vient régler déjà une grande partie du problème parce que je trouve qu'on a déjà 50% de la charge qu'on a éloignée. L'autre reçoit le message, même s'il le prend pas bien, en tout cas il y a une graine qui est plantée et je crois aussi, je pars du principe qu'il y a un moment où il y a le temps qui fait bien, qui fait plutôt bien les choses. Mais il y a vraiment un sujet d'exprimer dans un premier temps et après de laisser le temps faire les choses et de se mettre justement un peu en retrait. Je pense que moi, c'est vraiment ma plus grande stratégie. Enfin, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps que je te parle, mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vraiment cette croyance qu'une grosse partie des problèmes du monde sont liés à un problème de communication entre des gens qui, parce que chacun a son ego, chacun pense que l'autre s'est mis dans les pompes de l'un et l'autre et que du coup, ils ont une vision d'ensemble. En fait, pas du tout. De temps en temps, on se rend compte qu'il y a tellement de quiproquos. Bien sûr. Et juste parce qu'en fait, on n'a pas expliqué de dire non, mais en fait, quand tu fais ça, ça vient réveiller une colère en moi, par exemple. En fait, tant qu'elle n'est pas exprimée, l'autre ne peut pas agir et on a tendance à en vouloir aux autres sans savoir ce que eux nous font du mal. En fait, tant qu'on l'a pas exprimé, l'autre ne peut pas deviner que en appuyant sur ce bouton-là, Bien sûr. Tu voulais en parler justement. Tu voulais en parler de cette importance de l'écoute. On l'a évoqué dans un autre podcast où en fait on se dit mais en fait les gens donc ne sont pas capables d'écouter parce qu'en fait on peut ne pas avoir les mêmes opinions politiques, économiques, ne pas venir du même milieu, mais en fait il y a des gens où on se sent diamétralement opposés en opinion, mais en fait on peut être d'accord sur plein de sujets sauf un, et en fait il suffit juste qu'on en discute et on se rend compte qu'on a plein de points communs. Bon, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Toi, c'est vrai que pour toi l'écoute ça a toujours été extrêmement important. Oui, l'écoute est important, mais je pars aussi du principe qu'on n'a pas besoin de penser les mêmes choses et d'avoir les mêmes opinions pour s'aimer et pour bien s'entendre. Exactement. Ce qui fait une grande différence, c'est ma meilleure amie, on est diamétralement opposés, mais on s'aime comme des âmes sœurs. Mais ça veut dire qu'on n'a pas du tout la même manière d'appréhender le monde, de vivre nos vies, mais pourtant, on s'aime profondément. Et en fait, souvent, les gens, parce que ça rassure aussi faire face à des personnes qui sont pareilles que soi et qui pensent la même chose. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'aime tant l'étranger et la mixité culturelle, c'est que j'adore ce déracinement, d'être dans un endroit qui à premier abord ne me ressemble pas, ou être avec des gens qui ne me ressemblent pas, mais en fait trouver en eux cette petite chose qui va moi me faire évoluer parce que je l'ai pas moi en moi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est vraiment des différences entre les gens qu'on grandit et en fait qu'on
qu'on se développe nous-mêmes, qu'on développe notre psychisme, qu'on développe une meilleure appréhension, une meilleure écoute à l'autre. Alors, ce qui est drôle donc sur l'étranger, donc tu as un mari australien, vous parlez anglais à la maison. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça fait des années que vous êtes en France. Hein, vous avez passé beaucoup de temps en France et vous ne parlez que anglais à la maison et ton mari parle pas très bien le français. Enfin, en tout cas, il le comprend, mais il n'a pas forcément envie de parler. Donc, c'est vrai que tu as vraiment cette ouverture, en fait, aussi naturelle. Tu as vécu à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette expérience et de tout ce que ça t'apporte aujourd'hui? Moi, je trouve que ce qu'on a là où on est, c'est extraordinaire parce que c'est notre foyer, mais je trouve que ce qu'il y a de l'autre côté de la porte est beaucoup plus excitant et beaucoup plus enrichissant. Donc nous, on a toujours été complètement axés sur l'étranger. Bizarrement, mes parents aussi, en fait. Donc ça vient aussi quand même, je pense qu'on a un peu ça en nous. Mon mari, lui, c'est la même chose, qu'il est donc australien, mais d'origine turque. Donc il parle turc, il a une grosse partie de la famille en Turquie, donc lui il est aussi très dans la mixité culturelle, parce qu'il y a vraiment un stretch entre clairement la culture turque et australienne. Et je me suis toujours sentie bien avec des gens qui sont différents, qui pensent différemment. J'adore ne pas parler ma langue à la maison, juste parce que je suis du coup tout le temps dans un effort supplémentaire de ma personne, et du coup je dois prendre plus de temps pour trouver les bons mots, pour essayer de progresser, pour me faire comprendre dans une langue qui n'est pas la mienne. Bon, même si je suis complètement bilingue, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est quand même un effort supplémentaire, surtout quand tu rentres une journée, que t'es éclaté, de devoir gérer tout. Et en fait, j'adore parce que du coup, ça me met dans un espèce de travail permanent avec moi-même. Et c'est pour ça que j'adore vivre à l'étranger, parce que quand tu vis à l'étranger, tu n'es pas chez toi. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus challengé sur la manière dont tu t'adresses aux gens, sur la manière dont tu te présentes. Sur plein de sujets, en fait. Tu étais en perpétuelle adaptation, redécouverte, et puis tu essaies de t'adapter dans une culture avec des gens qui peuvent être d'une religion différente, qui peuvent être d'origine complètement différente. Et ça, je trouve que c'est absolument fascinant. Et à nouveau, on attire à nous ce en quoi on croit. Donc, en fait, tu as ce mari, vous parlez d'autres langues parce que c'est ce dont toi tu as besoin et c'est ce que tu as visualisé. Et ce qui te rend heureuse et qui fait évidemment tes forces. Ouais. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une sœur jumelle. Est-ce que ta sœur jumelle est exactement comme toi sur les caractéristiques que tu nous as décrites ou pas du tout, vous êtes différentes? Alors, la base est vraiment la même. C'est-à-dire, on a vraiment les mêmes principes de vie, mais on a deux manières assez différentes de vivre nos vies. On a quand même deux personnalités très, très différentes. De toute façon, nos parents nous ont toujours tout fait pour vraiment nous dissocier. Et moi, j'ai toujours été très artistique. J'ai toujours beaucoup peint, dessiné. Ma sœur est, elle, beaucoup plus cérébrale. Tu vois, elle était au planning stratégique dans la pub. Elle a fait des études de sociologie. Enfin, tu vois, elle est très, très réfléchie, très posée. Elle est aussi, évidemment, très artiste. Mais nos parents nous ont laissé vraiment prendre de voies complètement différentes. Mais après, on a quand même un parcours qui se ressemble beaucoup. Bon, déjà, ma sœur a habité pendant 15 ans aux États-Unis. Son mari est américain. Ses enfants sont du coup aussi bilingues. On est toutes les deux entrepreneurs. On est toutes les deux aussi hyper, tu vois, artistes. Donc, il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a quand même une manière de gérer les choses du quotidien qui seront assez différentes. On n'a pas la même sensibilité forcément aux choses et aux gens. T'as pas l'impression justement que le fait d'avoir cet amour évident, éternel avec ta sœur jumelle, c'est aussi une énorme force qui peut-être aussi te différencie d'autres personnes qui... Non, mais moi, je pense que la gémellité est la chose la plus extraordinaire qui existe au monde. Ça veut dire déjà, tu nais avec un bouclier. Parce que tu sais, il y a plein de gens, moi, au cours de ma vie, qui me disaient « mais je me sens hyper seule, etc. » Et en fait, moi, c'est un sentiment que j'ai jamais eu, en fait, de me sentir seule, parce que j'ai jamais... Enfin, je suis seule physiquement, je peux partir, tu vois, complètement seule, je peux aller dîner seule avec moi-même sans aucun problème. Mais je sais que j'ai mon bouclier qui est à côté. Et surtout, d'avoir une sœur jumelle, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire aussi dans la quête d'avancer et de progresser dans sa vie. C'est qu'en fait, c'est le miroir de moi-même qui me connaît profondément. Je sais que tout ce qu'elle va me dire ne sera jamais pour me heurter, pour me jalouser. Donc, il y a une espèce de confiance de pouvoir se livrer. Et en même temps, c'est la seule personne qui va être capable de me dire mes vérités sans que je lui retourne la table sur la tête. Non, mais tu vois, c'est quand même assez particulier. Vous avez un quand pouvoir il pense. l'une sur l'autre et l'une et l'autre ensemble qui est incroyable. Ouais.
Donc, je peux lui demander, déjà lui poser des questions très, très embarrassantes que personne n'ose poser. Donc, on a, si tu veux, un degré de communication et d'échange qui nous permet d'évoluer vraiment sur des sujets. Parce on a tous des sujets hyper tabous Bien sûr. où on ne sait pas à qui en parler Bien parce sûr. qu'avec son mari, on a quand même envie de garder un peu le mystère. Avec sa copine, Bien on sait sûr. pas. Enfin, on a tout ça. Moi, j'ai pas ça parce que du coup, je peux vraiment parler de tous les sujets, enfin, de tout ce qui me passe par la tête sans avoir honte. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une force. Je sais que enfin, le fait d'être né à deux, c'est inouï, c'est extraordinaire. Après, ça vient avec beaucoup de souffrance aussi, parce que tu es tout le temps inquiète pour l'autre, et la souffrance de ma sœur devient la même. Donc, ça prend aussi quand même émotionnellement beaucoup de place. En fait, ça t'en donne beaucoup, ça t'en prend. Ouais. C'est comme ton enfant, je veux dire, c'est une charge mentale en plus et en même temps, voilà, ça t'apporte, c'est toujours le yin et le yang. Tu en tires autant de bonheur et de plénitude que évidemment t'es pas seul, vous êtes deux. Ouais. Non, mais c'est touchant et c'est beau. Et puis, comme c'était mes questions d'ailleurs, quelle est ta plus grande qualité? Peut-être aussi d'avoir autant d'amour. Et quelle est ta plus grande fragilité? Bah, c'est la même en fait. C'est tout le Ouais, monde. je pense que c'est vraiment le... Ouais, moi, je pense que c'est marrant parce que ça évolue. Moi, j'ai l'impression que même au cours de la dernière année, j'ai l'impression que je suis, enfin même au cours des 3 derniers mois, pour être plus précise, j'ai l'impression que je suis plus là. J'ai l'impression que j'ai fait peau neuve. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie de moi, pas que j'ai laissé à la porte, mais une partie de moi qui naturellement, tu vois, fait place Une nouvelle peau qui est en à une train. nouvelle peau. Une nouvelle toi, Et quoi. donc, du coup, avec d'autres fragilités, avec d'autres, j'espère. Enfin, point positif, tu vois, sur ma personnalité, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis en mue permanente. En tout cas, je me laisse assez facilement la possibilité de changer. Je trouve que c'est extraordinaire de dire qu'on a une vie et qu'en fait, je peux être 15 personnes différentes. Non, mais comme tu es ouverte à ça, l'univers t'envoie aussi, vu que tu ouvres le canal, bah, c'est OK pour les messages, en fait. Ouais, puis c'est Et ça qui est génial beaucoup. dans le changement, c'est pouvoir du coup se réinventer. Et puis en fait, d'ailleurs, c'est un jeu qu'on a avec mon mari quand on va à des dîners où on connaît pas les gens. C'est de se dire, tu sais, les dîners de boulot un peu corporate, c'est du coup, on s'invente des personnalités pour entrer dans un rôle. Donc lui, il y a un moment où c'est un footballeur raté. Moi, je vais être une ancienne gynécologue. Non, mais c'est tellement drôle parce que du coup, ça fait énormément travailler la créativité et du coup, de voir ce qu'on se met vraiment dans ces rôles-là, quoi. C'est tellement drôle. Mais après, les gens s'en rendent pas compte. Bah, c'est des gens qu'on verra plus jamais d'autre vie. Donc, Ah, d'accord. on a vraiment une vie passée complètement... tu vois, qu'on s'invente comme ça. Ouais, t'as un côté artiste. Bon, déjà, t'es très proche de ton mari, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous êtes un couple hyper uni, Ouais. très soudé avec aussi tes filles. Ça, c'est drôle parce qu'on a interrogé, on a fait 2 podcasts sur l'amour. Et donc, toi, c'est quoi justement ton concept? Donc là, j'ai l'impression que c'est la créativité, mais pour rester amoureuse de ton mari et lui de toi. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris de mon mari, ce que je peux pas dire que je l'avais forcément à ce point-là avec mes autres petits amis. C'est que mon mari a déjà une grande sensibilité féminine. Donc il est très sensible à comment on sent et comment ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur, etc. Il est très à l'écoute et surtout il n'y a aucun rapport ou conflit d'ego parce qu'on travaille énormément ensemble tous les deux. On est tous les deux très créa et en même temps très stratégiques. On est entrepreneurs depuis 20 ans tous les deux. Mais il a un profond respect sur moi, ma plus-value, qui valorise énormément. Et moi, du coup, aussi sur sa plus-value. Et donc, si tu veux, on n'a pas de terrain parce qu'on travaille vraiment ensemble quotidiennement. On n'a pas vraiment de terrain de conflit. Et on se supporte l'un l'autre. Ça veut dire que moi, je sais que sa zone de confort, elle est là. Je vais pas perdre du temps à essayer de lui prouver que je peux faire mieux que lui. C'est-à-dire, ok, t'es à l'aise là-dedans, fais-le. Et ça, je pense que de savoir lâcher avec son mari et de pas être dans un espèce de rapport de comptabilité de ce qu'il fait mieux. En fait, il y a des trucs pour lesquels il est complètement nul. Et en fait, Super. c'est normal, au même titre que moi. Et je me rendais compte que moi, je pouvais m'agacer à des moments sur des sujets sur lesquels il était nul. Et que lui, en fait, il s'agaçait jamais sur mes sujets nuls. C'était vraiment, il essayait plutôt de me mettre dans une zone de confort pour m'accompagner, etc. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai jamais eu ça avant avec mes autres petits copains. Et lui, il a vraiment cette espèce de générosité humaine, mais parce qu'il est dans une quête permanente de
de persévérer, d'être bien dans ses pompes. Donc il y a cette espèce d'énergie aussi très dynamisante qu'on a dans notre couple parce qu'on regarde dans la même direction de manière un peu différente parce qu'on n'a pas la même sensibilité sur les choses, mais on avance vraiment côte à côte, ce qui est assez extraordinaire. C'est génial. Selon toi, qu'est-ce qui met le plus les êtres humains en difficulté? Le regard des autres. Regard des autres, écouter ce que les autres disent, poser trop de questions, demander trop d'avis. C'est le plus grand frein à la quête personnelle de son propre chemin. C'est vraiment... et moi, je l'ai vécu avec M-Stone quand j'étais plus jeune. Et du coup, tout le monde y met un peu de sa patte en disant « Non mais attends, tu fais toutes ces couleurs, mais en fait, si tu faisais des vêtements noirs, mais... » T'en vendrais 10 fois plus. Je suis là, mais je sais pas faire, c'est con, mais je sais pas faire un vêtement noir en fait. Ça me parle pas, c'est pas une couleur, je la vois pas, j'ai pas de. Vraiment, ça m'a coûté bien, je pense, 2-3 ans en tout de mon business. Et c'est pas du tout des gens qui avaient des mauvais conseils, parce qu'évidemment, tous les conseils que j'ai reçus étaient des conseils pour m'aider. Mais moi, en tout cas, la manière dont je les recevais, ça me faisait complètement me décentrer de ce que j'avais moi, au fond de moi, et qui était du coup vraiment mon instinct et vraiment ce que j'avais envie de faire de ma marque. Et en fait, du coup, ça m'a un peu perdue à un moment, tu vois, de plus savoir, en fait, du coup, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui marche, tu vois. En fait, ton conseil, c'est s'écouter soi. Complètement, s'écouter soi, ouais. L'intuition. Ouais. Parler beaucoup aux autres Oui. pour comprendre, mais pas parler du sujet qu'on a forcément en soi ou le questionnement qu'on a. Par contre, je me nourris évidemment beaucoup de l'expérience des gens, de ce qu'ils ont à raconter, de comment est-ce qu'ils appréhendent les choses. Et j'étais une timidité maladive quand j'étais petite et j'ai passé, je pense, les 20 premières années silencieuses. Et en fait, je passais mes dîners à écouter les gens. J'étais incapable de prendre parti, tu vois, dans un débat où j'avais trop peur de ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à écouter, analyser les gens, essayer de comprendre. Et comment t'as arrêté d'être timide? Parce que là, c'est vrai, quand on te voit, c'est dur à répéter. Ouais, non, mais c'est dingue. Bah, j'ai arrêté d'être timide le jour où j'ai monté M-Stone à 23 ans. Parce qu'en fait, tout d'un coup, j'avais plus le choix. Et j'étais beaucoup moins timide. D'ailleurs, je suis restée timide longtemps socialement, mais j'étais beaucoup moins timide professionnellement. Parce que professionnellement, en fait, je pouvais être quelqu'un d'autre. Les gens ne me connaissaient pas avec le bagage timide. Tu vois, c'est des gens, m'avaient jamais regardé. Ce qui est drôle, c'est que moi qui te connais dans la vie personnelle, il doit peut-être te rester saine. C'est ce petit truc où en fait t'es pas du tout timide et t'es hyper ouverte, très humaine. Enfin là on le ressent dans tout notre discussion ouverte, tolérante. Et parfois peut-être que justement ta timidité, on pourrait te croire, comme souvent d'ailleurs les gens très intelligents, mais tu vois un peu hautaine, un peu. Mais en fait c'est ta timidité qui fait ça. Parce qu'en fait dès que tu t'ouvres, t'es un vrai soleil. Ouais. Non mais je peux être parce que quand je suis timide, j'ai envie de disparaître. Donc, du coup, quand tu as envie de disparaître, tu t'es évidemment plus fermé, tu vois, de tout, même de visage, etc. Mais c'est juste qu'il y a des moments où je préfère juste la fermer parce que j'ai rien à dire qui va venir apporter quelque chose. Et ce bruit, moi, ça me fatigue. Tu sais, je suis très introvertie. Donc, le monde social peut vraiment m'épuiser, tu vois, me vider de mon énergie. Je suis nulle pour les small talk. Un dîner ou un apéro avec, tu vois, sur des trucs qu'on voit, qu'on a beaucoup avec nos métiers d'entrepreneurs. Je choisis ceux où je vais parce que ça me vide de mon énergie. Enfin, ça m'apporte rien, tu vois, ça me... Alors justement, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes encore aujourd'hui, même si là, on sait que t'es très heureuse. C'est quoi ta technique pour... Quand je doute, alors j'essaie de définir si c'est un doute qui est lié à mon ego ou si c'est un doute parce qu'il y a une prise de risque, ce qui est très différent. Si c'est un doute lié à mon ego, c'est assez facile de mettre le doigt dessus, donc je le sais, je me dis attends, on met ça de côté et est-ce que tu as vraiment envie de le faire? On y va. Si c'est un doute que j'ai qui est lié à une grosse prise de décision, je dors déjà avant de prendre une décision. Je fais du sport, j'ai un rythme assez particulier, on va dire, là-dessus. Non, mais je trouve beaucoup de réponses à mes questionnements et j'arrive à résoudre beaucoup de problèmes en dormant. Donc je me couche très tôt, je me lève aussi très tôt, mais je me couche très tôt. Mais le sommeil pour moi, c'est vraiment
un point d'ancrage de trouver des solutions. On prend des meilleures décisions quand on a dormi. Ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, il y a des règles. On prend jamais de décision après une gueule de bois C'est ça. ou après avoir fait une insomnie. On attend 24 heures quand quelque chose nous brusque. Ouais. Parce que souvent, la colère, en fait, nous fait pas forcément toujours prendre le bon positionnement. Ouais. On ne demande pas l'avis aux autres, parce qu'on va le trouver toute seule. Ouais. Ouais, exactement. T'en as d'autres? On pourrait faire un petit manuel. Non, et puis surtout, on s'écoute. On a quand même un corps qu'on oublie beaucoup dans nos vies, mais on a quand même un corps qui est très, très intelligent. Et je sais pas, enfin, je suis sûre que tu l'as déjà eu, mais quand tu sais que tu es en train de prendre une décision qui sent pas bon, bah, en général, tu le sens. Et là, c'est le moment où il est temps d'un peu rétro-pédaler. Mais après, je veux dire, je suis comme tout le monde. J'ai fait des tonnes d'erreurs. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Ça fait partie de la vie et c'est ce qui fait aussi, tu vois, qui donne un petit peu la texture de ce qu'on fait de nos métiers. Mais j'ai fait des erreurs toute ma vie. J'en fais encore quotidiennement, tu vois, de prendre des mots. Tu sais, un truc sur lequel je suis nulle pour prendre une décision, mais c'est genre lunaire. D'ailleurs, ma sœur me dit à chaque fois, non mais j'ai un sens de l'orientation, mais catastrophique. Comme Marie. Et donc, littéralement, si je suis dans la rue avec ma sœur et qu'on va quelque part et qu'elle me dit « Attends, mais c'est où le restaurant ?» Je lui dis « Mais Caro, c'est là-bas et on tourne à gauche. » Elle me dit « Ok, donc demi-tour, c'est là-bas et on tourne à droite. » Mais c'est vraiment hallucinant. Je suis incapable tu vois, Moi, c'est toujours des mauvaises décisions. Du coup, ça crée un stress. Ouais. Parce que je suis persuadée dans ma tête que j'ai compris, enfin je sais où je vais, et en fait à chaque fois je me plante. Non, mais on peut pas avoir toute égalité. Hein. Non, mais il y a des instincts qu'il faut pas suivre. Ouais, voilà, bah là, ce parti-là de l'instinct. Moi, j'ai appris l'orientation, mais je ne te l'explique pas. C'est-à-dire que c'est juste j'ai une capacité de me géolocaliser, et mon mari, c'est pareil que toi. Et en fait, dès qu'il dit un truc, je dis, mais c'est sûrement pas là où on va prendre. Et je suis, mais c'est devenu une blague entre nous. Ça veut dire que, bien sûr. Donc, écoute, chacun ses forces et chacun ses qualités. Aujourd'hui, donc, toi, t'es une éternelle optimiste. Tu nous as quand même dit, donc, tu as pris une décision d'arrêter M-Stone en France. Vous êtes actuellement parti à l'étranger, vous n'êtes plus en France. Quelle est ta vision du monde optimiste des prochaines années? Tu nous as dit que tu étais une éternelle optimiste. Tu vas falloir alors, trouver... c'est dur parce que c'est marrant d'ailleurs ce que je dis, parce que je suis en effet une éternelle optimiste, mais je suis très pessimiste sur la situation du monde. J'ai vraiment beaucoup pour plein de raisons, hein, toutes les crises géopolitiques, bien sûr, mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment catastrophique pour les générations à venir. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, mais je comprends aussi les méfaits et les dangers de l'intelligence artificielle. Le point optimiste là-dedans, et qui est d'ailleurs sûrement une des choses qui m'aide à prendre les décisions, c'est que en fait, notre bonheur et notre liberté, aujourd'hui, je pense qu'elle est très individuelle. Et ce qui, moi, me rend heureuse aujourd'hui est très personnel avec mes choix de vie. Et qu'il faut vraiment, en fait, je pense aujourd'hui, on a été dans un monde où on veut tout lisser, on veut que tout le monde fonctionne en communauté, etc. Je pense malheureusement qu'aujourd'hui, il faut être assez centré sur quel est son bonheur pour soi, penser à ça avant de pouvoir aider et partager. Ouais, exactement. Donc voilà, mais sur le monde, dans la collectivité, je pense que là, on est arrivé à un point un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gros changements qu'on a besoin d'opérer. Bien sûr. Après, et je pense aussi que les gens ont besoin de se retrouver un peu. Je pense qu'on est complètement se retrouver pour s'aimer sur nos téléphones. Tu vois, les gens sont plus là. Tu regardes dans le métro, il y a plus de conversation, les gens se parlent plus. On a parlé juste avant de l'importance de communiquer. Et ça, je pense que c'est vraiment le gros fardeau de notre génération. Et que du coup, c'est très très compliqué d'avoir des façons, on le voit tous. On n'est pas d'accord avec notre voisin, c'est tout de suite de la passivité. Enfin, tu vois, on n'a plus le droit d'être gris. Moi, j'adore cette zone grise, cette zone de flou. Aujourd'hui, il n'y a personne qui accepte qu'on soit dans une zone de flou. Il faut être noir ou blanc, mais la zone de flou grise, elle est compliquée actuellement. Est-ce que toi, tu es heureuse aujourd'hui? Hyper heureuse. Hyper heureuse. Pourtant, j'ai vraiment traversé là des 24-36 mois vraiment compliqués. Mais je suis heureuse parce que j'ai pris action en fait sur ma vie et sur les choses qui du coup me faisaient souffrir. Et puis en fait, un problème qui est minime, si on le règle pas tout de suite, au bout d'un moment, ça devient très lourd et ça peut prendre vraiment le poids sur ta santé mentale, toute sa vie, sur la santé mentale, sur la santé mentale aussi des enfants, parce que ça a forcément une répercussion là-dessus.
Et donc là, aujourd'hui, je suis, mais, enfin, Libérée. non, mais, enfin, je me sens libre et je me sens, alors c'est sur un instant T, hein, je pense que il y a plein d'autres choses qui vont arriver, mais en fait, j'ai vraiment une espèce de fierté d'avoir fait les choix que j'ai faits, qui n'ont pas été des choix faciles. Et puis de m'être toujours regardé en face en me disant, bah, en fait, si tu veux ça, tu peux décider, en fait, d'appuyer sur le bouton stop, en fait. Mais ça demande du courage d'appuyer sur le bouton stop, surtout quand ça fait 19 ans qu'on est, enfin, M-Stone, c'est l'extension de moi-même, tu vois, donc Bien c'est sûr. une grosse page. Mais je suis très fière de ça et j'ai toujours été heureuse, mais là, je sais que j'ai un sentiment que j'ai jamais connu avant, en fait. Donc, je suis très, très heureuse en ce moment. Bah, bravo, t'as dit stop I'm Stone pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie avec toute ta famille. Ouais. Et donc, on ressent aujourd'hui ce sentiment de liberté, c'est très inspirant. Merci pour toutes tes confidences. Je pense qu'on pourrait encore parler, nous, des heures ensemble. Mais tu reviendras Vas-y, avec plaisir. pour qu'on découvre les autres étapes que tu vas toi-même découvrir. Merci mille fois, Alice. Merci mille fois, Claire.